Euh, Bonjour, donc on va enchaîner avec deux sujets intéressants, donc des sujets d'actualité. On va parler du cancer métastatique du rein, puis le cancer métastatique hormonosensible de la prostate. On va commencer par le premier sujet et je donne la parole au docteur Al-Hababi du Centre international d'oncologie de Casablanca pour nous parler du cancer métastatique du rein. C'est à vous. Merci, cher président, merci, chers amis, et je remercie l'Association marocaine d'urologie de me donner l'opportunité de vous parler aujourd'hui des actualités dans la prise en charge des carcinomes du rein métastatiques. Alors, je vais essayer de vous donner quelques idées sur l'épidémiologie et un petit peu de ces cancers du rein et voir s'il y a des choses, une place à la chirurgie dans la prise en charge des carcinomes rénaux métastatiques. Ensuite, je suis obligé de vous parler quand même de la place des traitements médicaux en première, deuxième, troisième ligne, parce que ça représente quand même le plus gros de la prise en charge après ce qu'on va voir. Et je vais vous parler des nouvelles combinaisons des molécules et voir s'il y a encore une place au traitement adjuvant dans ces situations métastatiques ou localement avancées. Et ensuite, on essaiera de faire une petite synthèse et je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif ni trop lourd en termes quand je parlerai. Il faut me montrer comment. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'enlever la barre qui est en haut? D'accord. Alors, en termes d'épidémiologie, alors en Europe, c'est 115 000 nouveaux cas en 2012, 49 000 décès. Aux États-Unis, 63 900 nouveaux cas, 14 400, soit 3,8% de tous les cancers. Au Maroc, ça représente 32% de l'ensemble des cancers de l'appareil urinaire. Et nous avons quand même une incidence qui est bien inférieure par rapport aux pays développés, avec une incidence de environ 1 pour 100 000 pour les hommes, 1,6 pour 100 000 pour les hommes et 1,3 pour 100 000 pour les femmes. Et cette incidence est à peu près similaire chez nos voisins en Algérie et en Tunisie. D'accord ? C'est le 7e cancer le plus fréquent chez l'homme, le 9e chez la femme. À plus de 85%, c'est des carcinomes à cellules claires, comme vous le savez, et le ratio homme-femme est de 2 pour 1. Aujourd'hui, il y a des facteurs qui sont établis comme facteurs de risque, comme le tabac, l'obésité.
L'âge moyen de diagnostic est aux alentours de 65 ans, l'âge moyen de décès à 71 ans. Et il y a eu quand même une grande amélioration dans la survie à 5 ans, puisque celle-ci n'était que de 50% dans les années 70, et elle est montée quand même à 70,6% dans les années 2000. Alors, aujourd'hui, la grande question, c'est est-ce qu'il y a une place à la néphrectomie et est-ce qu'il y a une place à la chirurgie des métastases dans les cancers, dans les métastases? Il n'y a pas moyen d'enlever la part. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a une place à la néphrectomie et à la chirurgie des métastases dans les cancers du rein métastatique? Alors, si on prend notre background, aujourd'hui, plusieurs essais randomisés nous faisaient voir un bénéfice de la néphrectomie cytoréductrice par rapport au traitement médical seul. On nous avait dit il y a toujours un effet burn-out et une possible régression des métastases après une néphrectomie. Alors, il y a des études rétrospectives et des méta-analyses qui suggèrent un bénéfice de la néphrectomie. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des nouvelles molécules. Ces molécules sont très importantes, très intéressantes. Elles ont apporté un bénéfice en survie. Alors, est-ce qu'il y a toujours une place à la chirurgie? Alors, il y a un essai, l'essai Carmena, qui tente de répondre à cette question, puisque c'est un essai prospectif multicentrique de phase 3 qui a fait la publication dans New England en 2018. Et cet essai, qui est destiné pour justement les carcinomes rénaux métastatiques qui ont eu une néphrectomie et qui seraient éligibles au sunitinib. D'accord, qui n'ont pas de métastase cérébrale. Ils ont été randomisés en 2 bras, soit néphrectomie plus sunitinib, d'accord, à un schéma 4 semaines oui, 2 semaines non, soit un schéma sunitinib sub. Les objectifs étaient la survie globale et la PFS, la survie sans progression. Et les autres critères ont également été évalués. Et dans l'essai Carmena, on va retrouver finalement que si les patients étaient opérés ou pas, le fait qu'ils prennent le sunitinib fait aussi bien dans les 2 bras, que ce soit en termes de survie globale ou en termes de survie sans progression. Alors, on a essayé de voir s'il y avait une différence en fonction des groupes à risque, que ce soit dans les groupes intermédiaires ou dans les groupes à haut risque, et il n'y avait aucune supériorité d'un bras par rapport à l'autre. Donc, cet essai Carmena qui arrive change un peu la donne et nous fait quand même conclure que faire sunitinib seul n'est pas inférieur à faire néphrectomie plus sunitinib. D'accord, pour les risques intermédiaires et les hauts risques. Le bénéfice clinique semble meilleur pour le sunitinib seul. Et donc, la néphrectomie cytoréductrice ne doit plus être considérée comme un standard pour les risques intermédiaires et hauts risques lorsqu'un traitement médical de nouvelle génération est envisagé. Alors, très bien, ça c'est pour le rein, mais quand même, 20% des patients, donc, comme on l'a dit, sont quand même d'emblée métastatiques. Est-ce qu'il y a un bénéfice à faire la chirurgie des métastases? Alors, il n'y a pas de données de phase 3. Tout ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, c'est encore une pratique pour les patients qui sont oligométastatiques et qui ont une métastase unique. Mais le bénéfice n'est pas encore, il n'y a aucun essai qui permet d'évaluer clairement cette attitude, mais il y a un essai prospectif de l'ERTC qui est en cours. C'est le NDCT, je vous ai mis le nom, mais je ne peux pas vous le lire tellement c'est compliqué. Et il va tenter de répondre à la question en cas de traitement par sunitinib, justement. Donc, les résultats ne sont pas encore publiés, mais ça devrait être pour cette année. Alors,
l'essai RESORT, c'est un essai qui est destiné justement à cette population de patients qui ont été opérés pour leur métastase. La question, c'est est-ce que si on opère des patients de leur métastase, est-ce que ça vaut le coup finalement de leur faire un traitement de dernière génération, une TKI? Donc, faire une espèce de pseudo-adjuvant. C'est une question à laquelle nous n'avions pas de réponse jusqu'ici. Et donc, l'essai RESORT publié dans le JCO va être destiné à ces patients-là. Et on va randomiser des patients oligométastatiques qui ont donc moins de 3 métastases, qui n'ont pas de métastase cérébrale et qui ont quand même un bon état général. Et on va les randomiser entre un bras sorafenib ou bien rien du tout après métastasectomie. Et finalement, on voit que la survie sans récidive est la même, que nous fassions du sorafenib ou non. Et donc, à partir de là, lorsque vous opérez un patient et qu'il n'y a pas de résidu tumoral et que de ces métastases-là, aujourd'hui, l'essai RESORT nous dit qu'il n'y a pas d'amélioration à rajouter une TKI. On peut se contenter d'observer une observation et une surveillance. Mais attention, c'est quand même un essai qui est limité et la population assez hétérogène et ces résultats sont à prendre avec beaucoup de parcimonie. Alors, les traitements systémiques, c'est quand même la partie la plus grosse de cette présentation. Alors, il y a eu énormément de molécules qui ont été essayées et utilisées ces 20 dernières années dans les cancers du rein métastatiques. Il faut savoir que les cancers du rein, avec les mélanomes, sont les tumeurs qui se prêtent le plus aux essais cliniques. Ce sont des modèles qui répondent très bien aux nouvelles thérapeutiques. Et parce qu'il y a énormément de voies de signalisation à ce niveau-là, donc plusieurs cibles, et donc plusieurs molécules ont été testées. Vous connaissez tous les interleukines, mais dès les années 2000, il y a le sorafenib, le sunitinib qui est arrivé, les inhibiteurs de mTOR comme le temsirolimus et l'everolimus, les inhibiteurs tyrosine kinase comme les anti-VEGF, comme le bevacizumab, comme je vous dis, le sorafenib, sunitinib, l'axitinib, les immunothérapies comme le nivolumab, le pembro, et les dernières TKI de toute dernière génération, l'axitinib, le cabozantinib et le lenvatinib. Alors, la complexité de la chose, c'est que ces molécules arrivent toutes dans un laps de temps très très court. Et les recommandations dans la prise en charge des cancers du rein, ils sont en permanence en évolution. Étant donné qu'il y a toujours des nouvelles molécules, et ça bouleverse forcément directement la prise en charge et les standards. Vous le voyez, entre les années, alors qu'avant 2005, on a eu des interleukines pendant plus de 20 ans. Et entre 2005 et 2020, nous avons eu au moins une quinzaine de molécules qui ont fait leur apparition. Alors, l'objectif, c'est pas de faire un étalage de toutes les molécules, mais de vous donner un petit peu les principaux éléments de réflexion et ce qui va nous permettre de tirer des conclusions, et principalement dans notre contexte marocain. Alors, comme vous le voyez, ici vous avez une cellule endothéliale, ici c'est la cellule tumorale, ici vous avez le lymphocyte, et les différentes molécules vont agir sur plusieurs sites et plusieurs récepteurs qui vont induire l'activité de l'apoptose. Alors vous allez avoir les inhibiteurs de tyrosine kinase les plus connus et les plus récents, qui vont agir sur les récepteurs des cellules endothéliales, d'accord, qui vont se mettre sur ces récepteurs-là, tout comme le bevacizumab. Vous allez avoir le cabozantinib qui va être qui est inhibiteur de tyrosine kinase et qui va empêcher la présentation des cellules endothéliales et donc favoriser l'apoptose. Il y a les molécules, on va dire, qui vont agir sur les systèmes immunitaires, les cellules, les lymphocytes, notamment via le récepteur CTLA4 l'ipilimumab, qui est également très utilisé dans le mélanome. Et vous avez les anti-PD1, PDL1,
qui sont, comme vous en entendez parler beaucoup, le nivolumab, l'atezolizumab ou le pembrolizumab. Et vous avez les TKI qui vont agir directement sur les cellules tumorales. Et vous avez notamment les inhibiteurs de mTOR, comme l'évorolimus, le temsirolimus. Et donc, comme je vous disais, le cabozantinib qui va être efficace sur la voie de PI3-AKT et qui va pour induire l'activité apoptotique. Alors, ça, c'est finalement le plus important parce que quand on a un patient à gérer, il faut principalement savoir quels sont les effets secondaires attendus de ces différents médicaments de façon à pouvoir proposer le traitement le plus adapté dans ces situations-là chez ces patients qui sont souvent un petit peu fatigués. Donc, pour résumer et donner des grandes lignes, en gros, les TKI-VEGF vont avoir principalement de l'asthénie, de l'HTA, des syndromes main-pied, et peuvent avoir aussi une activité vasculaire. Le bevacizumab va avoir une toxicité bien moindre et peut bien sûr occasionner une hypertension artérielle ou des saignements minimes. Et les inhibiteurs de mTOR vont par contre pas avoir cette activité, on va dire, fluidifiante du sang ou cet effet secondaire, mais par contre, on est exposé à des infections, que ce soit par mucite ou bien pulmonaire. Alors, les choix des thérapies ciblées en première ligne. Alors, plusieurs essais ont été faits. Alors, le sunitinib, le bevacizumab, le pazopanib, le temsirolimus, ce sont ceux qui se sont imposés assez rapidement. Alors, il y a une classification des groupes à risque des cancers du rein métastatiques, et c'est en fonction de ces groupes à risque qu'on va pouvoir prendre l'ensemble de nos décisions, et parce qu'on ne peut pas proposer à tout le monde la même chose. Alors, il y a trois groupes à risque, selon la classification de Motzer du Mémorial, le risque favorable, le risque intermédiaire et le haut risque. Alors, ces critères sont le Karnofsky, c'est-à-dire l'état général, le time diagnosis, mais ça c'est un critère qui a changé récemment, c'est plutôt le temps par rapport à la néphrectomie, le taux d'hémoglobine lorsqu'il est bas, le taux de LDH lorsqu'il est qui est 1,5 fois supérieur à la normale, et la calcémie lorsqu'elle est supérieure, la calcémie corrigée, son taux, lorsqu'il est supérieur à 10 mg par décilitre. Alors, lorsque vous n'avez aucun de ces critères péjoratifs, votre patient est classé dans le groupe favorable. Lorsqu'il contient 1 à 2 critères de mauvais pronostic, on le classe dans le groupe intermédiaire, et lorsqu'il a plus de 3 critères défavorables, il est classé à haut risque. Alors, on va avancer rapidement, juste pour vous donner une idée des bénéfices attendus des différentes molécules. Le temsirolimus, via cette étude qui est publiée dans New England, apporte un bénéfice par rapport à l'interféron, et donc que ce soit principalement en termes que ce soit en termes de survie ou en termes de survie sans récidive, et donc a démontré sa place et a été validé en première ligne métastatique. Le sunitinib également a été comparé à l'interféron, et dans cette étude de Motzer dans le New England confirme sa supériorité par rapport à l'interféron, et arrive des TKI, on va dire, plus récentes que le sunitinib, qui est le pazopanib. Et dans cet essai de phase 3 qui va comparer 2 nouvelles molécules en head-to-head, c'est-à-dire le pazopanib à 800 mg par jour versus le sunitinib dans son schéma classique, eh ben, il n'y a pas de différence en termes de survie sans progression. Mais par contre, il y a un profil de toxicité qui est vraiment très en faveur du Votrian, le pazopanib, et
ce qui valide sa place, puisqu'il n'est pas inférieur, mais beaucoup mieux toléré en première ligne métastatique. Donc ça, ce sont des molécules qui sont vraiment disponibles au Maroc aujourd'hui, et ça, ce sont les études qui ont permis de valider leur place en première ligne jusqu'ici. Mais aujourd'hui, il y a des TKI de dernière génération, et vous voyez in vitro, qui vont avoir des activités bien supérieures à celles qu'on vient de citer. Le sorafenib, le sunitinib, le pazopanib. Regardez l'activité sur les différents récepteurs VEGFR, le 1, le 2, le 3, qui est bien supérieur. Et l'axitinib, que j'appelle moi Ronaldo, il est quand même en tête. Et je vais vous montrer pourquoi. Et donc, l'axitinib aujourd'hui, qui est le Ronaldo d'aujourd'hui, et bien écoutez, ça c'est une étude de phase 2, on ne va pas l'utiliser de la même façon que ce soit en première ligne ou en deuxième ligne. En première ligne, les gens sont un peu moins fatigués, et donc on va faire une espèce de titration pour voir quelle est la dose qu'ils peuvent supporter pour espérer ainsi une meilleure efficacité. Alors cette étude de phase 2 montre qu'il est quand même assez safe comme molécule, et il va être comparé en head-to-head en tête-à-tête à une molécule de référence qui est le sorafenib, qui est connu pour être une molécule assez bien tolérée. Et donc, dans cet essai qui est publié dans Lancet en 2013, on va avoir une nette amélioration de la survie sans progression en faveur de l'axitinib par rapport au sorafenib. Autre molécule de dernière génération, le cabozantinib, comparé dans cette étude par l'équipe de Boston dans le JCO par rapport à la référence le sunitinib, le cabozantinib fait mieux chez les patients en bon état général, en première ligne métastatique, en termes de survie sans progression. Donc aujourd'hui, nous avons des molécules qui sont validées, nous avons des challengers qui arrivent, qui sont l'axitinib, le cabozantinib, et qui ont toutes les chances de détrôner ces molécules-là. Bon, ces molécules ne sont pas encore disponibles au Maroc, mais nous espérons que ça va être une question de temps. Et en deuxième ligne, qu'est-ce que nous avons? L'éverolimus, qui est un produit dont nous disposons, à la dose de 10 mg par jour, versus placebo, montre son efficacité. Nous avons l'axitinib pour les patients qui n'ont pas eu un inhibiteur de TKI au départ et va être comparé au sorafenib qui est le gold standard de la deuxième ligne. Bénéfice, encore une fois, de l'axitinib. Je vous rappelle que c'est mon Ronaldo. Et le temsirolimus, qui est un inhibiteur de mTOR, comparé au gold standard de la deuxième ligne, le sorafenib, encore une fois, bénéfice en termes de survie sans progression. Alors, et qu'en est-il des immunothérapies? On entend beaucoup parler de l'immunothérapie, des réseaux sociaux, les molécules extraordinaires, l'immunothérapie. Ben écoutez, il y en a beaucoup en développement. Le BMS 36, voilà. Mais le plus connu, le plus étudié dans le rein, c'est le nivolumab. Bien sûr, il va être essayé en deuxième ligne contre un grand standard, l'éverolimus, après une première ligne d'un anti-VEGF. Eh ben, le nivolumab semble faire un peu mieux. Hein. C'est pas extraordinaire. Les courbes tardent un petit peu à se séparer. Elles se séparent ici à partir du 15e mois, mais la différence est significative. Le cabozantinib dont je vous ai parlé, également essayé versus l'éverolimus. Et donc, le cabozantinib fait mieux également en termes de survie sans progression. Le léventinib, par rapport à l'éverolimus, semble également, en association avec l'éverolimus, semble faire mieux que l'éverolimus seul. Et c'est là qu'on commence à se dire, et si on commençait à matcher tout ça? Et si on commençait à faire les uns avec les autres? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ces choses-là? Parce que finalement, quand on voit une courbe comme ça, c'est très encourageant. On arrive à des choses auxquelles on n'arrivait pas avant. Alors avant, donc voici ce qui était recommandé, comme je vous disais. En première ligne, pour les bons et risques intermédiaires, les gold standards, le pazopanib, le sunitinib,
Pour les hauts risques, le temsirotilumus, le sunitinib. En seconde ligne, ça dépend de ce qu'il y a eu avant. Lorsqu'il y a eu des TKI, sorafenib, pazopanib, nivo, cabozantinib, lenvatinib, axitinib et verolimus, un petit peu comme ce que je vous ai dit. Voilà. Mais en 2020, les choses changent et on fait des combinaisons. Et ces combinaisons-là, la Checkmate de 214 va justement essayer le nivolumab, qui est, on va dire, l'immuno la mieux testée sur le rein, avec l'ipilimumab, qui est un anti-CTLA4, et on va le comparer au gold standard que nous avions validé jusqu'ici. Ça va être randomisé, 1 à 1, des bras comparables, et le bras niveau plus IPI versus sunitinib fait quand même beaucoup mieux en termes de réponse complète, de réponse partielle et de survie sans progression avec des différences extrêmement significatives. Alors, comme on utilise une immunothérapie, la question c'est est-ce que cela dépend du statut de PDL1 ? Et donc, on a fait deux groupes. On a étudié ceux qui sont PDL1 négatifs et ceux qui sont PDL1 positifs. Eh bien, pour les risques intermédiaires, pour ceux qui sont tout risque, juste en intention de traiter, il y avait un bénéfice effectivement, et ce à quoi on s'attendait lorsque le PD1 était positif, supérieur à 1. On sait que les immunothérapies sont plus efficaces dans ces situations-là. Mais pour les risques intermédiaires et les hauts risques, le bénéfice, il est omniprésent. Ce qui laisse suggérer quand même une grande participation à l'ipilimumab. Donc, les résultats de survie sans progression sont beaucoup plus importants. Et là, autre association qui va changer nos pratiques, et c'est la Keynote 226. C'est une étude randomisée, deux bras équivalents de 430 patients environ, et on va associer pembrolizumab, qui est une immunothérapie de dernière génération, avec laxitinib, Ronald. Et comparé à un autre bras, sunitinib, 50 mg par jour, 4 semaines oui, 2 semaines non. Alors, et là nous avons un bénéfice important et indiscutable en termes de survie entre les deux bras par rapport, donc qui est l'autre bras, je vous rappelle, qui est le bras gold standard. Le bénéfice, on se pose la question, est-ce qu'il est retrouvé quel que soit le groupe à risque ? Mais écoutez, pour les risques favorables, le bénéfice est présent et hautement significatif. En termes de survie sans récidive, mais en termes de survie globale, non, on ne le retrouve pas. Par contre, pour les groupes intermédiaires et les hauts risques, bénéfice en termes de survie et en termes de survie sans progression, ce qui fait et en fait un gold standard aujourd'hui et qui va changer nos pratiques. Dernière étude d'association, le Javelin Rénal 101, avelumab, axitinib versus sunitinib et bénéfice en faveur de l'association dans cet essai. Et quel que soit le groupe à risque. Alors, aujourd'hui, les pratiques en 2020 ont changé de façon drastique. Les associations semblent donner d'excellents résultats. Quand vous voyez ce tableau, le taux de réponse objective est quasiment de 60% pour l'association pembrolizumab-axitinib, 55% avelumab axitinib, nivolumab de autour de 40%, mais on a une survie sans progression dans le para pembro axitinib et avelumab axitinib aux alentours de 14-15 mois. Ce qui est quand même ce qui change les choses. Donc aujourd'hui, les recommandations pour les traitements médicaux en première ligne métastatique, pour les groupes bons risques, le gold standard en première ligne, c'est le pembrolizumab axitinib. Ça marche bien. Ronaldo et Messi, ils s'entendent bien. Sunitinib, pazopanib est une option.
Pour les risques intermédiaires, le standard reste encore une fois le pembro-axitinib. Le nivolumab, ipilimumab apporte aussi un bénéfice. Les options, encore une fois, sont le sunitinib et le pazopanib. Et pour les risques mauvais, le pembro-axitinib, encore une fois, c'est le standard. Le niveau ipilimumab également, mais probablement avec un bénéfice un petit peu moindre. Mais le sunitinib reste une option. Après la première libre, nous avons le choix, et ce choix sera fait en fonction de ce qui a été fait au préalable. Je ne vais pas vous en dire plus, mais en tout cas, il semble logique que lorsque vous avez essayé une première molécule, une première famille de molécules, de changer par la suite. Donc, comme toujours, comme dans toutes les molécules, lorsque ces molécules fonctionnent pour les cas métastatiques, on se pose la question, est-ce qu'on peut les faire en prévention? Est-ce que quand on opère un cancer du rein, même si là je sors du cancer du rein métastatique, mais quand on opère ces reins, est-ce qu'on peut changer, est-ce qu'on peut utiliser ces molécules en prévention? Ben écoutez, il y a plusieurs essais qui ont été faits, qui sont tous sortis négatifs, et là récemment, il y a un essai, c'est l'essai ESTRAC, qui apporte un bénéfice, qui montre un bénéfice du sunitinib et qui a été approuvé par la FDA pour les stades 3 et les N+, pour les carcinomes rénaux qui ont été opérés. Et ça, c'est pareil. Alors, ce ne sont pas tous les comités scientifiques qui ont validé la place du sunitinib, mais en tout cas, la FDA l'a approuvé et pour l'instant, c'est en discussion. Ce n'est pas un gold standard au Maroc, ce n'est pas un gold standard en Europe, mais voilà. Donc, si je peux conclure, on va essayer de conclure sur 3 volets. La chirurgie, la néphrectomie cytoréductrice ne doit plus être considérée comme un standard pour les risques intermédiaires et les hauts risques, c'est-à-dire les patients un petit peu fatigués, ou du moins lorsqu'un traitement médical est prévu. C'est-à-dire que lorsque votre patient va pouvoir bénéficier d'un traitement de dernière génération, ça ne vaut peut-être pas le coup de l'opérer s'il est fatigué. Pour les patients oligométastatiques opérés, est-ce qu'il faut leur faire un traitement par une TKI après? C'est pas sûr. On ne sait pas. Pour l'instant, il n'y a pas de bénéfice qui est démontré. On peut probablement se contenter de les surveiller. Le sunitinib a été approuvé par la FDA en adjuvant, et ça change complètement les standards d'aujourd'hui. Le standard, comme je vous l'ai dit, sont en plein changement, notamment pour la première ligne, par l'association pembrolizumab axitinib, nivolumab ipilimumab, le sunitinib, le pazopanib le sont déjà. Pour les deuxièmes lignes, le cabozantinib, le nivolumab semblent être les molécules les plus prometteuses, avec un excellent profil de toxicité, de tolérance plutôt, mais il n'y a pas d'essai tête à tête pour comparer les deux molécules. En tout cas, il y a de plus en plus de combinaisons prometteuses, mais ces résultats d'aujourd'hui sont à prendre avec beaucoup de parcimonie et de pragmatisme dans notre contexte. Primo, parce que nous n'avons pas accès à l'ensemble de ces molécules. D'accord. Toutes ces molécules sont extrêmement coûteuses et nos patients n'ont pas les prises en charge toujours pour pouvoir en bénéficier. En tout cas, il faut savoir que c'est là, il faut savoir que ça existe et puis il faut savoir, il faut connaître le bénéfice attendu de ces différentes molécules et exposer cela à vos patients. En tout cas, il faut vraiment bien peser la balance coût-efficacité dans notre contexte de pays en voie de développement. Et je vous remercie, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci pour votre excellent exposé panoramique. Il a fait le tour de la question. Et maintenant, je vais essayer de voir s'il y a des questions à distance. Je ne reçois, en principe, je dois recevoir quelque chose. Donc, je vais essayer de commencer par... Pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je vais inaugurer cette série. Pardon? Vous avez envoyé une question? Ça ne s'affiche pas, donc.
Alhamdulillah. Ah oui, effectivement. Il y a une question émanant du docteur Al-Qabbaj. Je sais. Bénéfice uniquement en DFS, pas en SE, en survie globale, pour sunitinib en adjuvant. Effectivement, mais comme vous le savez, effectivement, bénéfice en PFS, mais les résultats de survie vont bientôt apparaître, mais les courbes semblent vraiment se dissocier et le bénéfice en survie est attendu. Mais comme vous le savez en adjuvant, le bénéfice en survie, surtout lorsque surtout dans cette situation-là, va mettre beaucoup de temps à apparaître. Mais raison pour laquelle, pour l'instant, l'ensemble des comités scientifiques n'a pas validé, n'a pas encore validé ça. Mais de toute façon, les essais vont, l'évaluation de cette étude est toujours en cours. Il y aura une actualisation et probablement lorsque la survie sera hautement significative en faveur du bras adjuvant sunitinib, tout le monde sera d'accord. Merci, docteur Hababi. Je voudrais vous poser une question toute simple. Pour nous, en pratique quotidienne, des fois, on a des tumeurs d'un volume assez important. Et des fois, on se retrouve avec des métastases ganglionnaires qui sont déjà présentes. On fait un curage. Et je pose la question, y a-t-il une place en post-opératoire de ces molécules chez ces patients-là qui sont M+. Alors, très bonne question. C'est exactement ce que nous disions. C'est que, justement, le sunitinib est approuvé par la FDA dans cette situation-là que vous précisément que vous avez citée, c'est-à-dire les carcinomes rénaux, les stades 3 et ou bien qui ont une atteinte ganglionnaire, justement locale. On sait qu'on ne fait pas bien. Aujourd'hui, on était frustrés. On sait que c'est des patients à haut risque de rechute. Les gens les urologues qui opèrent, quand on se parle au téléphone, ils me disent je sais que ce monsieur, il avait une maladie massive, il est à haut risque de rechute. Je dis oui, je sais bien, moi aussi j'ai cette impression, mais pour l'instant, nous n'avons aucune étude qui montre un bénéfice. Donc la seule étude, justement, qui commence aujourd'hui à montrer ce bénéfice, c'est celle que je viens de vous présenter, mais on a encore besoin que ces données soient encore plus matures. Si vous permettez, M. Hababi, d'abord merci pour cette communication fort intéressante qui nous rappelle, nous les urologues, le côté médical de cancer du rein. Et je sais que pas mal d'urologues qui s'intéressent à l'oncologie et qui manient ces produits. Alors, ma question, ou ma réflexion, c'est que ces dernières années, effectivement, le cancer du rein métastatique a connu une évolution formidable en matière de traitement. Avant, il n'y avait que l'internokine et il n'y avait que la chirurgie quand même. Et maintenant, avec les TKI, avec l'immunothérapie, on est impressionné, mais on aimerait bien savoir, vous que vous maniez ce médicament dans le real life, dans la vie réelle, est-ce que vous en sortez avec ces médicaments qui sont onéreux et également les assurances qui accompagnent pas cela? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine déception de votre part? Est-ce que vous arrivez à faire votre boulot? Et si vous le faites, dites-nous votre expérience, les résultats que vous avez. Alors, merci pour cette excellente remarque qui va directement à la vie réelle dans notre quotidien. Alors, et de me donner la possibilité de la partager avec vous. Effectivement, aujourd'hui, on voit tous ces changements et on est frustré par rapport à un grand nombre de molécules qui ne sont pas à notre disposition. Maintenant, il faut savoir que ceux qui sont disponibles aujourd'hui, nous avons les immunothérapies, nous en avons 2 qui sont disponibles, notamment le pembrolizumab, l'atezolizumab. Nous avons les TKI, on a l'éverolimus, on a le pazopanib, le sunitinib, le sorafenib. Voilà ce qui
de cabozantinib, d'axitinib, léventinib, tout ça, aujourd'hui ne sont pas encore disponibles. On est un peu frustré, on aimerait bien pouvoir, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour un pays comme le nôtre. Et je vous rappelle que pour l'instant, les TKI, le sorafenib et le sunitinib, les Veromune sont remboursés et pris en charge par l'assurance maladie obligatoire. Là, c'est CNSS et les assurances privées. Donc, ce qui est déjà pas mal. Donc, et vous mettez le point sur quelque chose de très important, et vous me dites, est-ce que vous n'êtes pas un peu déçu? Oui, je suis toujours un peu déçu. Toujours déçu parce qu'on sait qu'on est dans une situation esthétique, même quand on a, on a des progressions. Et moi, ce que je vois dans ma vie quotidienne, c'est que ceux qui répondent, eh bien, ils vont avoir de très bonnes réponses et souvent prolongées. Et ceux qui ne vont pas répondre, écoutez, on va le voir assez vite. Mais par contre, là où on est un petit peu embêté, c'est que quand ces patients répondent, ils présentent un profil de toxicité. Alors, quand ces toxicités sont gérables avec des adaptations posologiques, notamment pour les vérolimus, on change, ça va. Mais quand vous avez des patients qui, sous sunitinib, vous font des syndromes néphrotiques, des HTA malignes, et que vous avez des excellentes réponses et que vous êtes amené et contraint à leur arrêter, il y a beaucoup de frustration par rapport à ça. Et là, vous penchez pas vers l'immunothérapie, parce que l'immunothérapie, là, il touche pas la cellule normale. C'est-à-dire que ça va juste favoriser l'immunité. Donc, oui, il sera une tolérance quand même. Alors oui et non. Il faut savoir que c'est des stimulateurs on va dire, du système immunitaire, mais qui ont leur lot de complications très graves. Donc il ne faut pas l'oublier. Mais là, je disais ça par rapport à l'accessibilité. Aujourd'hui, malheureusement, et je crois que je ne suis pas le seul, l'accessibilité de l'immunothérapie est extrêmement limitée de par le prix important. Quand vous faites du Pembro à 2 mg kg et que ça coûte 70 000 dirhams, la Tezo à 50 000 dirhams et que ce n'est pas pris en charge par les différents organismes, c'est compliqué. C'est compliqué même d'en parler à votre patient. C'est très difficile de proposer un traitement à ce prix-là et que le patient vous regarde avec des grands yeux et vous dit je ne peux pas. Alors, vous faites un travail humain sur vous et vous dites est-ce qu'il faut le dire, est-ce qu'il ne faut pas le dire, mais en tout cas, le problème des moyens est vraiment le frein. Mais vous avez raison. D'accord. J'ai deux petites questions. La première question, est-ce que le dosage du PDL1 est toujours recommandé pour le choix d'une immunothérapie ou pour proposer une immunothérapie? Alors, très bonne question. C'est une question extrêmement pertinente. Alors, aujourd'hui, effectivement, la positivité du PDL1 laisse présager quand même un taux de réponse beaucoup plus important par rapport à... Mais je ne sais pas si vous avez vu l'axitinib avec pembrolizumab, le bénéfice était significatif, quel que soit le niveau du PDL1, que ce soit pour les risques intermédiaires et les hauts risques. Donc, pas d'intérêt pour l'instant. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt si on va proposer. Je pense sincèrement que ça dépend de ce que vous avez sous la main. C'est-à-dire que si jamais vous avez des moyens illimités et que vous êtes dans une situation où votre patient n'a pas de problème et que vous voulez lui prescrire le gold standard et que ces assurances peuvent assumer 140 000 dirhams par queue, écoutez, ne faites pas de dosage de PD1. Dans tous les cas, il y a un bénéfice qui est démontré, c'est le gold standard, première. Si vous avez des moyens, on va dire, un peu plus limités, là on fait l'adaptation à la sauce marocaine. Hein. Si vous avez des moyens un peu plus limités, à ce moment-là, la positivité de PDL1 vous laisse présager une bonne réponse à l'immunothérapie. Probablement que vous pouvez aller faire une immunothérapie seule, qui a de bonnes chances de réponse. Si vous n'avez ni cette enveloppe ni l'autre, il faut aller sur les premières lignes, les TKI.
D'accord, merci. Si vous me permettez de rebondir sur la chirurgie, sur la néphrectomie. Effectivement, l'étude Carmina n'a pas montré de supériorité de l'association néphrectomie-sunitinib par rapport à la sunitinib seule, mais quand même, la SURTIME, il a donné un peu d'avantage de la néphrectomie pour les cas qui répondent quand même qui répondent favorablement au traitement médical, au sunitinib. C'est-à-dire que la chirurgie, quand même, reste, il garde sa place dans certaines situations s'il y a une bonne réponse. Je pense que Pour les bons risques. je pense que dans cette situation-là, le risque n'est pas clairement le bénéfice n'est pas clairement démontré. Moi, personnellement, pour les oligométastatiques et les patients avec un excellent qui sont dans le groupe à risque favorable, effectivement, il y a probablement un bénéfice s'ils sont répondeurs. Répondeurs, oui. Si ce sont des longs survivants. Mais dès lors que votre patient il est dans le groupe intermédiaire et au risque, à mon avis, il faut lever le pied. Alors qu'on avait quand même tendance à systématiquement les faire opérer il y a quelques années. Exactement. Je vais rebondir sur le même sujet en ce qui concerne, si on voit les recommandations, les guidelines de l'OAU, on parle toujours de la néphrectomie cytoréductrice, pour une cytoréduction. De toute façon, on a démontré que si on commence par la sunitinib en néoadjuvant, on peut faire la néphrectomie, il y a un effet bénéfique sur la survie globale. Exactement. Voilà, c'est principalement pour les gens de bons pronostics qui sont dans le groupe à risque favorable. Effectivement. Je pense. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, merci, Monsieur El-Hababi, de votre exposé. Et maintenant, on va passer au deuxième exposé, qui va être est-ce qu'il est sur le... Donc, on va... Il est avec nous, très bien. Donc, le deuxième sujet, on va parler du cancer métastatique hormonosensible, la prise en charge. L'exposé va être donné par notre ami et l'éminent urologue, M. Karim Twijer. Donc, c'est à vous, professeur Karim. Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous. Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui. Ça passe très bien. Bon, ça fait plaisir de vous voir et d'être parmi vous. Bon, dans les circonstances qu'il y a, j'aurais aimé être physiquement avec vous, comme d'habitude. Bon, on fera avec. J'ai bien suivi la discussion antérieure sur les néphrectomies dans le cadre métastatique. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et on passera au cancer de la prostate. Voilà, je mettrai en vue le diaporama. Donc, le cancer de prostate hormonosensitif et métastatique, et je vous prie d'excuser un peu quelques traductions des termes techniques. Comme vous savez très bien, depuis 2004, il y a eu une révolution dans la panoplie et dans l'armamentarium thérapeutique du cancer de prostate, avec une meilleure compréhension de la biologie et des mécanismes fonctionnels du récepteur androgène. On a vu une explosion d'options thérapeutiques ciblant l'axe du récepteur androgène, comme vous voyez ici. Et tout a été établi de façon, si vous voulez, si vous prenez l'histoire naturelle du cancer de prostate, de manière rétrograde,
Alors, ce qu'on voit et ce qu'on a vu, si vous connaissez les stades cliniques de l'histoire naturelle d'un cancer de prostate, on a vu que le traitement ciblant l'axe androgène a commencé en post-chimiothérapie, en pré-chimiothérapie, et puis ça avance vers les stades beaucoup plus précoces. Et aujourd'hui, on est même en discussion dans le cancer à haut risque de thérapie néoadjuvante avec soit abiraterone ou enzalutamide ou apalutamide ou les deux. Donc, on a vu une progression du traitement systémique vers les stades localisés. Et en même temps, pour les chirurgiens dans la salle, si vous vous rappelez, au début de la prostatectomie radicale, et si on suit un peu les principes de Patrick Walsh de Johns Hopkins, la prostatectomie radicale était beaucoup plus concentrée dans le traitement du cancer de prostate à risque faible. Cela permettait de faire des préservations des bandelettes et d'avoir des résultats fonctionnels meilleurs. Avec les efforts de quelques urologues, oncologues comme Peter Scardino, l'application de la prostatectomie a été beaucoup plus encouragée dans les traitements des cancers à haut risque et localement avancés, et même en prostatectomie de rattrapage après radiothérapie. Donc là aussi, on voit une progression de la chirurgie, même à un stade où on se pose la question si la chirurgie ou le traitement de la prostate dans un cadre métastatique a une place. Et donc, les études académiques nous forcent d'une manière élégante à travailler ensemble avec nos collègues radio-oncologues et oncologues médicaux. Mais le cancer de prostate métastatique de novo ou métachronique est un cancer létal. Si on voit les pourcentages de décès de cancer de prostate dans le cancer de prostate diagnostiqué au stade localisé, traité et qui a progressé malgré le traitement, cela représente 44% des décès de la mortalité du cancer de prostate. Par contre, le cancer de prostate qui est diagnostiqué au stade métastatique représente 56% de la mortalité du cancer de prostate. Donc, c'est une forme vraiment létale et c'est une forme qui requiert tous nos efforts intellectuels, académiques et techniques pour essayer de contrecarrer cette progression mortelle. Quelles sont les avances qui ont été faites dans le traitement du cancer de prostate hormonosensible? Bon, l'axe chimiothérapie-hormonothérapie. Il y a 3 études principales, l'étude GETUC de la FU15, l'étude CHARTED et l'étude STAMPEDE. Dans l'étude GETUC, le docetaxel plus hormonothérapie standard versus hormonothérapie standard a été étudié dans à peu près 385 patients. Cette étude a été négative, n'a pas montré de différence significative en matière de survie globale. Par contre, l'étude CHARTED, qui a permis de mettre le docetaxel, d'avancer le docetaxel, comme je vous avais montré, au stade hormonosensible, a démontré, en comparant un bras docetaxel hormonothérapie et un bras hormonothérapie tout seul, a permis de démontrer pour la première fois une amélioration de la survie globale, mais uniquement dans les patients qui ont une charge métastatique élevée.
juste après l'étude Stampede, dans le bras C, hormonothérapie plus docetaxel, c'est le même schéma de randomisation, a aussi démontré chez les patients avec charge métastatique élevée, a démontré un avantage en matière de survie globale. Donc aujourd'hui, je pense qu'on peut aisément dire que 6 cycles de docetaxel est le standard chez les patients avec ou atteints d'un cancer de prostate hormonosensible métastatique, surtout ceux qui ont une charge métastatique élevée. Comment est-ce qu'on peut définir l'oligométastatique, puisqu'on parle de charge métastatique élevée et d'oligométastatique? Il y a plusieurs définitions dans la littérature, mais la définition qui est la plus utilisée, c'est celle qui a été établie dans l'étude Charted dont je vous ai parlé, publiée par Sweeney. Donc, dans cette étude, la définition acceptée de oligométastatique était de moins de 4 lésions osseuses, pas de lésions osseuses en dehors de la colonne vertébrale et du pelvis, et pas de métastase viscérale. Et je vous rappelle que cette définition et toutes les définitions de la connaissance collective qui est déjà établie se basent sur une scintigraphie osseuse. Aujourd'hui, avec la TEP PSMA et tous les traceurs d'imagerie moléculaire, nos informations vont changer. Parce que la PSMA, du moins jusqu'à présent, a démontré une supériorité vis-à-vis de la scintigraphie osseuse. Récemment, dans le mois d'avril, dans la revue Lancet, l'étude randomisée australienne et néo-zélandaise qui s'appelle ProPSMA, qui a comparé le PSMA à la scintigraphie osseuse et à la tomodensitométrie, a démontré une supériorité du PSMA en détectant des maladies métastatiques qui seraient occultes par la scintigraphie osseuse, ce qui fait que les patients chez lesquels on avait établi un diagnostic de non métastatique vont augmenter le pool des patients oligométastatiques si on utilise une TEP PSMA. Malheureusement, jusqu'à présent, les grandes études cliniques n'avaient pas intégré le PSMA et nos connaissances se basent sur la scintigraphie osseuse. Du coup, on va voir une augmentation du pool de patients qui seraient oligométastatiques et aussi hormonosensibles, ce qui nous donne beaucoup plus de raisons de travailler dans ce cadre et d'essayer de trouver une thérapie pluridisciplinaire efficace. Alors, qu'en est-il de l'abiraterone, ou j'appellerai Abipred? Il y a l'étude Latitude et l'étude Stampede aussi, qui ont démontré un avantage de l'abiraterone versus placebo, surtout dans l'étude Latitude, et l'étude Stampede, qui a aussi démontré que chez les patients métastatiques, hormonosensibles, il y a un avantage du traitement par l'abiraterone. Si on voit en détail l'étude Stampede, dans ce pool, 52% des patients avaient des métastases, dont 88% des métastases osseuses. Donc, 48% des patients
n'avait pas de métastase, mais avait un cancer localement avancé. Et même là, globalement et en sous-study, on a vu un avantage en matière de survie globale et en matière de progression de la maladie. D'autres études ont été reportées récemment, comme l'étude Arches, qui a étudié le enzalutamide, que je vais appeler ENZA, l'étude ENZAMET, australo-néo-zélandaise aussi, et l'étude Titan de l'apalutamide. Dans l'étude Arches, les données sont un peu intéressantes parce qu'il y avait peu de sélection des patients. Les patients avaient un cancer métastatique, oligométastatique et à haute charge métastatique, avec ou sans docetaxel. Dans cette étude, l'objectif primaire était la progression, et je crois que dans le dernier ASCO, il y avait une mise à jour des résultats. Un bras ENZA et un bras placebo, et les deux avec hormonothérapie standard. Encore une étude positive favorisant l'utilisation de l'ENZA dans l'hormonosensible. L'étude ENZAMET, le même schéma d'étude. Hormonothérapie standard versus hormonothérapie standard et ENZA. Le but global ici, c'est la survie. Le but primaire, c'est la survie globale. Aussi, l'étude favorise l'utilisation d'une thérapie ciblant l'axe androgène récepteur. La même chose pour l'étude Titan, qui s'est focalisée sur l'utilisation de l'apalutamide. Avantage en matière de survie globale, favorisant l'apalutamide. Donc, si on travaille aujourd'hui et on fait de la recherche dans le cancer de prostate et on traite des patients avec un cancer de prostate, on est heureux de voir la multitude d'options qui est disponible pour traiter ces patients. D'autres molécules sont en cours d'étude et d'autres options thérapeutiques, comme l'étude Arasens avec le darolutamide. Excusez-moi parce que j'ai l'habitude de les prononcer en anglais. Le PEACE-1 et l'étude Stampede qui a combiné ABI et ENZA. Donc, sur le plan thérapie systémique, les progrès sont majeurs. L'option chimio- et hormonothérapie est une très bonne option, surtout chez les patients qui ont une forte charge métastatique. Il y a plusieurs essais cliniques qui sont en cours, dont le but est une approche pluridisciplinaire pour essayer de contrecarrer l'effet létal de cette maladie. Effectivement, comme ça c'est une ancienne étude et une ancienne diapo, la mortalité à 5 ans d'un cancer M1 hormonosensible des novo métastatiques est de 35%. Aujourd'hui, même si je vous ai donné un peu un effet optimiste, les 7 ou même 10 molécules qui ont un mécanisme distinct et qui a permis de prolonger la survie des patients atteints d'un cancer de prostate métastatique, aucune de ces thérapies n'a permis une cure
n'a permis de complètement éradiquer le cancer de prostate uniquement en utilisant une thérapie systémique. Ce qui nous pousse à poser la question, est-ce que le traitement de la prostate en elle-même, dans un cadre de cancer de prostate métastatique, vaut la peine ou a de la valeur thérapeutique? L'étude Stampede, dans le bras H, a permis de poser cette question aussi et a répondu à cette question en traitant la prostate par de la radiothérapie. Cette étude publiée en 2018 a permis de placer la radiothérapie dans le cadre métastatique comme le nouveau standard du traitement. Cette étude avait montré un avantage en matière de survie globale et de progression de la maladie chez les patients oligométastatiques, comme vous voyez ici à gauche, radiothérapie supérieure à l'hormonothérapie standard, en matière de survie globale, en matière de progression de la maladie. Par contre, si on voit chez les patients avec une forte charge métastatique, il n'y a pas d'effet bénéfique de la radiothérapie ou du traitement primaire de la prostate. L'étude Peace One, donc le PI, c'est Karim Fizazi, a un schéma thérapeutique un peu plus développé. C'est de l'hormonothérapie avec du docetaxel, de l'hormonothérapie avec Abi et docetaxel, le même schéma avec radiothérapie. Donc, c'est 4 bras. Cette étude nous donnera des résultats très prochainement. Qu'en est-il de la chirurgie? Si cette maladie va sûrement progresser vers la létalité, est-ce que, en utilisant la puissance de la thérapie systémique, la radiothérapie ou la stéréotactique, la radiothérapie ciblée pour les métastases osseuses et la chirurgie pour la prostate et les ganglions, est-ce qu'on peut changer cette progression naturelle létale? Alors, les études néoadjuvantes utilisant Abi-Enza ou hormonothérapie standard nous donnent un peu d'espoir. Ces études n'étaient pas basées sur un plan thérapeutique, mais avaient pour objectif de voir l'effet thérapeutique, la destruction par la thérapie systémique des cellules cancéreuses dans la prostate. Ces études ont été faites chez des patients qui ont des cancers de prostate à haut risque et donc ils ont reçu une thérapie systémique quelques mois avant la radiothérapie, avant la prostatectomie, et puis les études ont été faites sur les pièces de prostatectomie pour voir ce qu'on appelle s'il y avait une réponse complète ou des foyers résiduels minimes de l'ordre de moins de 5 mm de cancer dans la prostate. Donc, en commençant au départ par une prostate qui est plus ou moins chargée de foyers cancéreux. Donc, chez des patients qui avaient soit un localement avancé, soit un cancer à haut risque. Et donc, au maximum, la meilleure réponse thérapeutique est de l'ordre de 10%. Ceci est encourageant, mais aussi n'est pas suffisant pour utiliser soit Abi, soit Enza uniquement dans le traitement du cancer de prostate. Donc, il faudra cette thérapie primaire. Il y a théoriquement des cellules cancéreuses qui peuvent persister ou qui sont sélectionnées par la thérapie ciblée, par la thérapie systémique.
et donc les clones cellulaires, soit neuroendocrines, peuvent réalimenter le processus métastatique. Théoriquement, je dis. Si on voit le profil génomique du cancer de prostate à travers les différents stades, loco-régional, métastatique sans castration et métastatique résistant à la castration. Ça, c'est une étude qui a été faite par Wassim Abida, mon collègue oncologue au Mémorial, en utilisant 1000 pièces de prostatectomie. Et donc, vous voyez très bien que le profil génomique des mutations génomiques entre le loco-régional et le métastatique non castré a beaucoup de similarités. Par contre, quand on passe au stade résistant à la castration, le profil des mutations génomiques est complètement différent. Donc, et biologiquement, on peut être réconforté par l'idée que si on arrive à traiter de manière plus ou moins similaire le métastatique et le cancer localement avancé, on a une rationnelle biologique pour le faire, et éventuellement même en fonction des mutations. Vous voyez ici la présence des mutations du groupe DDR, ATM, BRCA2. Donc, on peut même utiliser une médecine personnalisée en fonction du profil de mutation génomique chez les patients. Ce concept de traiter la prostate ou de l'organe primaire dans un cadre métastatique en utilisant une approche pluridisciplinaire n'est pas nouveau. Ça se fait depuis des années dans le traitement du cancer colorectal, dans le cancer de l'ovaire, et même si on suit la discussion antérieure sur le cancer du rein. J'ai entendu des propos sur l'étude Carmena, sur l'effet de l'immunothérapie qui va recadrer le débat sur la néphrectomie cytoréductive. Donc, c'est aussi un concept qu'on fait depuis des années, depuis l'étude SWOG et l'étude MRC dans le cancer du fait partie du traitement oncologique. Alors, pour essayer de voir le rôle de la prostatectomie dans le cadre métastatique, au Mémorial, on avait commencé par faire une étude pilote. Je pense que c'est publié dans le journal Urologie. En essayant d'établir le profil safety de la prostatectomie radicale dans le cadre métastatique. Donc, on avait choisi 20 patients qui avaient un cancer de prostate métastatique. Ils étaient traités avec une hormonothérapie d'une moyenne de 4 mois avant la chirurgie, une radiothérapie pour les métastases osseuses et une prostatectomie radicale avec curage pelvien ou avec curage pelvien et lambeau aortique quand il y avait des métastases ganglionnaires, un stade M1A, ganglionnaire, lambeau aortique. Le type de curage qu'on avait fait est le même curage qu'on fait chez nous pour le cancer du testis. Je dis chez nous parce que je sais que l'approche européenne du cancer du testis utilise beaucoup plus la chimiothérapie que le curage lambeau-aortique. Et les résultats de cette étude pilote ont démontré que sur les 20 patients, on a pu arrêter l'hormonothérapie chez 6 patients. Ces 6 patients, vous les voyez ici. Je tiens à vous montrer le cas de 2 patients en fait.
le patient numéro 3 ici, qui a reçu une hormonothérapie, une radiothérapie et une prostatectomie radicale, son PSA est indétectable, sa testostérone s'est normalisée, et un autre cas dont le PSA est indétectable pendant 3 ans, testostérone s'est normalisée. Chez ce patient, on a dû attendre 3 ans avant de voir une rechute, une récidive biochimique. Et donc, l'avantage ici de la stratégie qu'on avait utilisée est au moins d'augmenter et de retarder l'échéance de l'hormonothérapie ou du traitement systémique. Pour ce qui est de ce patient, 1 sur 20, c'était un jeune homme de 53 ans avec un cancer de prostate à haut risque, une métastase osseuse pelvienne. Ce patient a reçu une hormonothérapie, son PSA en rouge est descendu vers l'indétectable, puis il a reçu une prostatectomie radicale, son PSA a commencé à augmenter, il a été traité par une radiothérapie ciblée sur la métastase, et puis incluant de l'abiraterone et de la prednisone. Aujourd'hui, ça fait 6 ans qu'il est en post-op. Sa testostérone est normale, son PSA est toujours indétectable. Donc, ce patient-là nous a donné le signal, nous a donné, si vous voulez, l'espoir d'entamer des études beaucoup plus amples pour essayer de répondre à cette question du rôle de la prostatectomie dans le cancer de prostate métastatique. Alors, on a démarré une étude très versatile, phase 2, pour essayer de trouver la combinaison la plus appropriée et la plus avantageuse pour les patients. Donc, le but primaire, c'est la réponse pathologique sur la prostate, mais aussi en secondaire, c'est un PSA indétectable après une récupération du niveau normal de la testostéronémie. Dans cette étude, la randomisation se fait sur le choix de la thérapie axée sur l'androgène récepteur. Donc, dans un bras, c'est de l'hormonothérapie avec de l'apalutamide. Dans un autre bras, c'est hormonothérapie standard plus apalutamide plus abiraterone, prednisone. Les patients vont recevoir, après quelques cycles de thérapie, je pense après 4 mois, ils vont recevoir une radiothérapie stéréotactique s'ils ont une métastase osseuse. Puis, après 6 mois de traitement, une prostatectomie radicale avec curage pelvien ou curage lombo-aortique en fonction de la présentation. Et puis, éventuellement, une radiothérapie adjuvante dans les mois qui suivent. Cette étude est en cours. On a le même schéma pour les oligométastatiques. Le même schéma est utilisé pour le localement avancé et le haut risque, et un schéma plus ou moins similaire pour une autre section qui est les rechutes biochimiques après thérapie primaire. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce schéma thérapeutique. Donc, c'est des études rapides, 40-50 patients, puis on revoit un peu le schéma thérapeutique. Cette étude est en cours, donc je n'ai pas de résultats à partager avec vous. Par contre, avant cette étude, on a fait une petite étude qui a exploré le rôle de l'immunothérapie, ici les CTL4 inhibiteurs comme le ipilimumab, Et dans ce schéma thérapeutique, les patients ont reçu une hormonothérapie avec une première dose d'IPI, de la chirurgie et de la prostatectomie radicale après une récupération. Donc, on a repris IPI pour compléter 4 cycles. Et puis, on arrête le traitement
et on voit la réponse thérapeutique à 1 an sur le plan de réponse PSA. Dans cette étude, on avait traité 16 patients. Les 6 premiers patients avaient reçu une dose d'ipilimumab de 10 mg par kilo. On a vu un fort pourcentage d'effets indésirables, d'effets secondaires. Donc, on a repris le même schéma thérapeutique avec une dose plus petite de 3 mg par kilo. Sur les 16 patients traités, un patient aujourd'hui a un PSA indétectable 5 ans et demi après la prostatectomie radicale et après le traitement. Ce patient, en fait, je l'ai traité moi-même. Il avait 69 ans, un PSA à 30 et un localement avancé. Il avait une métastase osseuse dans la côte. Il a reçu IPI 10 mg par kilo en 2015. En 2015, suivi hormonothérapie, puis suivi par prostatectomie radicale. Aujourd'hui, ça date d'il y a presque 2 ans. Aujourd'hui, il a toujours un PSA indétectable. Il est vivant, il n'a pas de progression, il n'a pas de métastase, il n'a pas de cancer de prostate détectable. Donc, les cas de ces 2 patients que je vous ai montrés, c'est anecdotique. Ce n'est pas très scientifique. Mais dans un cadre d'études pilote, ces cas nous donnent l'espoir qu'il y aurait chez quelques patients la possibilité de pouvoir halter la progression, d'arrêter la progression de cette maladie vers le stade garanti qui est la mortalité. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs études qui sont en cours, les métacures du Mémorial, l'étude de MD Anderson, l'étude de JRAMP en Allemagne, l'étude Trombone, Stampede a inclus un bras hormonothérapie et prostatectomie radicale, l'étude SWAG et plusieurs autres études qui sont en cours qui se posent la même question. Quel est le profil ou le schéma thérapeutique qui nous donnera succès dans cette maladie létale qui est le cancer de prostate hormonosensible, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur Twigel, de cet excellent exposé très didactique et très académique. Maintenant, on va essayer de passer aux questions, si vous le permettez, puisqu'il y a des... Des questions. Donc, d'accord. Il y a une question émanant du professeur Erdogan. Quelle est la durée de l'hormonothérapie avant la prostatectomie? Dans le cadre métastatique? Oui, dans le cadre métastatique. Bon, cela n'a pas encore été établi parce que ce que je vous ai présenté, c'est des études en cours. Et donc, il y a plusieurs schémas et la réponse à la question n'est pas encore établie. En moyenne, la majorité des protocoles utilisent à peu près 6 mois. D'autres questions? Oui. Non, il n'y a pas de problème. Bonjour, professeur Twigel. Concernant vous avez soulevé le PSMA qui va vraiment chambouler la donne. Ça peut être un cancer non métastatique, ça peut devenir oligométastatique, et un oligométastatique, il peut se révéler polymétastatique. Alors, si vous faites le PSMA, est-ce que vous changez votre attitude thérapeutique en dehors de recommandations si on est devant un polymétastatique avec le PSMA? Oui, Ismaël, ça c'est une très bonne question. Oui, parce que nos connaissances et nos schémas thérapeutiques
très établie se base sur des études qui ont utilisé la scintigraphie osseuse. Je suis content que finalement le PSMA a été approuvé par le FDA une semaine avant le vaccin Covid. Et donc, on aura dans les mois à venir accès dans notre pratique courante à la TEP PSMA. Est-ce que ça va changer ce qu'on fait? Je pense que ça va classifier et mieux statifier les patients et ce qui nous permettra d'établir nos connaissances. Il y a, je pense, un white paper d'une conférence de consensus sur l'utilisation des connaissances établies dans le monde PSMA. Et ça permet un peu de transitionner l'arbre décisionnel. Je pense que l'étude pro-PSMA australienne a démontré l'avantage et la supériorité du PSMA. Je ne pense pas que ce soit raisonnable d'ignorer des métastases qui ont été loupées par la scintigraphie osseuse, mais vues par le PSMA. Je pense que ces patients seront recadrés. Si vous voyez l'étude Stampede, 52% des patients avaient des métastases, 48% des patients avaient un localement avancé. Le schéma thérapeutique était le même et ça a permis de l'utilisation de l'abiraterone dans ce stade et donne un encouragement dans ce sens. L'étude par Wassim Abida sur le profil génomique aussi montre les similarités entre le localement avancé et l'hormonosensible métastatique. Je pense qu'on va utiliser des preuves biologiques pour essayer de recadrer le schéma thérapeutique, mais le PSMA va nous donner beaucoup plus de précision dans l'arbre décisionnel. D'accord. Il y a une question émanant de Dr Hicham Tzazi. Est-ce qu'il y a des études concernant la chirurgie partielle en situation métastatique? Je pense qu'il parlait de la néphrectomie. C'était une question que j'avais vue avant. Ah, d'accord. Avant cette session. Et Hicham, la réponse est oui. On sélectionnant. Si la tumeur est petite et abordable par une partielle, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut faire une radicale, même si le patient est métastatique. Bien sûr, en assurant que l'expérience chirurgicale est là. D'accord. Il y a une autre question émanant du Dr Qabbaj Omar. Dans quel cas vous proposez une radiothérapie de la prostate en plus de la suppression androgénique sans avoir recours ni au docétaxel ni aux hormonothérapies de deuxième génération dans la maladie oligométastatique? Écoutez, je pense que le cas serait si on n'a pas accès à l'hormonothérapie de deuxième génération. Si ce n'est pas disponible ou il y a un problème de coût. Une autre question du professeur Mohamed Lazraq. Félicitations, très bonne journée. Quelle est la place de la theranostique par PSMA? La place est expérimentale jusqu'à présent. Alors, je pense que M. Lazraq pose une question très pertinente dans le sens où est-ce qu'on peut utiliser le PSMA comme un taxi pour délivrer soit une chimiothérapie, soit une hormonothérapie, soit une radiothérapie avec de l'yttrium vers les foyers cellulaires cancéreux. Jusqu'à présent, c'est fait dans un cadre de recherche scientifique. La transition à de grandes études chez l'homme est en cours avec quelques schémas, mais n'est pas un standard. Donc, ça sera un progrès. Et il y a beaucoup d'études à faire sur l'expression du PSMA. Comme vous savez, l'hormonothérapie ou l'hormonothérapie de deuxième génération
génération peut éventuellement changer l'expression du PSMA chez les cellules cancéreuses, du moins dans le laboratoire. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais c'est en cours. D'accord, merci. Et j'ai une question en ce qui concerne est-ce que la monothérapie standard garde actuellement au XXe siècle, au XXIe siècle, une place? Vous voulez dire uniquement? Monothérapie. Oui, bien sûr que ça garde une place. La plupart des essais cliniques, c'est hormonothérapie standard plus hormonothérapie de deuxième génération, comme je vous ai présenté. Il y a dans le cancer à haut risque, dans le cancer localement avancé, il y a peu d'études qui ont été faites en utilisant soit ABI, soit ENZA, soit apalutamide, soit les autres molécules. Donc, il y a des études en cours, mais jusqu'à présent, l'hormonothérapie standard a toujours une place, oui. Dans le traitement radiothérapie, hormonothérapie, le standard est toujours hormonothérapie standard. Est-ce qu'il y a des indications spéciales en ce qui concerne la monothérapie? Par exemple, un sujet âgé, taré, qui présente des tares cardiovasculaires, ou tout simplement le choix, il n'y a pas de choix particulier pour les patients? Ou le choix entre une thérapie ou un traitement combiné? Dans quel cadre? Le cadre du cancer métastatique hormonosensible. Oui, écoutez, ça c'est des décisions individuelles en fonction du patient qu'on a devant nous. Et donc, le but principal, c'est de ne pas être néfaste, ne pas causer d'effets secondaires pour le patient. Donc, on choisit, il y a toujours un processus de sélection des indications de la thérapie. D'accord. Merci. S'il y a d'autres questions. Pardon, si on compare la prostatectomie radicale avec la radiothérapie dans le traitement du cancer oligométastatique, quel avantage, quels sont les points positifs qu'il pourrait éventuellement apporter la prostatectomie par rapport à une radiothérapie standard qui a apparemment prouvé son efficacité? Bon, l'état des choses aujourd'hui en 2020, c'est que la radiothérapie est le standard. La chirurgie, la prostatectomie radicale ne l'est pas. La chirurgie est en cours d'étude. Donc, la chirurgie est une thérapie expérimentale jusqu'à présent. Il y a l'étude de MD Anderson que je vous ai montrée, et je pense que c'est la seule étude qui compare soit la radiothérapie, soit la prostatectomie radicale dans le cadre métastatique. Éventuellement, la méga-étude STAMPEDE, comme il y a plusieurs bras, le bras H a de la radiothérapie avec l'hormonothérapie, et le nouveau bras qu'ils ont ajouté dernièrement, il y a un an, à la prostatectomie radicale. Donc, éventuellement, cette randomisation, cette comparaison va se faire aussi. Mais jusqu'à présent, aujourd'hui, les urologues sont un peu en retard parce que la radiothérapie, par biais de l'étude STAMPEDE, a établi la radiothérapie comme le traitement standard dans ce cadre. La prostatectomie est en cours d'étude. D'autres questions? Tu peux conclure. Une autre question. Une autre question? Une autre question. Si vous permettez, M. Karim, une question d'ordre pratique. Parce que, comme on a beaucoup d'études, il y a Latitude, il y a Enzamet, il y a Archer qui montrent l'intérêt d'associer soit la biratérone, soit l'enzalutamide, soit la pélutamide dans le cancer de prostate hormonosensible. Sur le plan pratique, qu'est-ce que vous faites pour choisir les molécules? Est-ce que c'est en fonction du terrain, en fonction du prix? J'aimerais bien savoir votre expérience à vous et l'expérience américaine. Bon, écoutez, je pense que c'est interchangeable.
Éventuellement, il y a certains patients où la prednisone complique un peu les choses, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison à part ça de choisir l'un versus l'autre. Par contre, chez les patients qui ont une mutation des DDR, DNA Damage Repair Genes, BRCA1, BRCA2, ATM, ces patients bénéficieront de beaucoup plus des PARP inhibitors, olaparib, rucaparib. Vous voulez conclure? Une seule question, une question peut-être un peu en dehors du sujet. Je voudrais parler de la prostatectomie partielle. Est-ce qu'il y a une place dans la prise en charge du cancer localisé? Écoutez, à ma connaissance, il y avait une seule petite expérience qui a été faite par Arnaud Villers en collaboration avec Gill aux États-Unis. Bon, vous connaissez Arnaud. En sélectionnant les tumeurs purement antérieures pour faire une prostatectomie partielle. Et je ne pense pas que ce projet a été loin. Et je ne vois pour l'instant, je vous répondrai par vous dire que la forme de la prostatectomie partielle aujourd'hui serait la focal thérapie, la thérapie focale. Soit en utilisant le HIFU, soit en utilisant photodynamic therapy, soit en utilisant, je ne sais pas, la cryothérapie. Mais c'est la forme thérapeutique qui se rapprocherait beaucoup plus à une prostatectomie partielle. Je souris parce que j'ai eu juste hier en consultation un patient qui m'a demandé justement la même chose en insistant pourquoi avec tous vos progrès vous n'êtes pas arrivé à faire une prostatectomie radicale. Le problème, c'est que le cancer de prostate, ça c'est une discussion d'un autre ordre. Le cancer de prostate, dans 85%, il est multifocal. Bon, aujourd'hui, avec l'imagerie de l'IRM, avec l'imagerie, avec les techniques de biopsie beaucoup plus avancées, la thérapie focale a une place. Aux États-Unis, c'est une thérapie qui est encore expérimentale parce qu'on essaie de déterminer le profil des patients qui vont recevoir cette thérapie, le choix de ces patients et aussi l'efficacité. Mais le concept, philosophiquement, le concept de la thérapie focale est un concept pragmatique. Ce n'est pas une thérapie radicale dont l'objectif est la cure de la maladie, mais c'est une thérapie qui permettra de traiter le cancer, la partie du cancer qui est, si vous voulez, dangereuse ou haut grade, et le reste, on le met sous surveillance active. Donc, le concept est complètement différent. Et il faut que les médecins traitants acceptent cette idée et aussi que le patient accepte ce concept. Nous venons de publier une étude où, avec un de mes fellows japonais, on a pris les pièces de prostatectomie dont le cancer sur biopsie avait établi tous les critères de sélection pour thérapie focale. Mais chez patients, au lieu de faire une thérapie focale parce que ça n'existait pas dans le temps, on a fait une prostatectomie radicale et on a trouvé que dans 43% des cas, dans le côté qui serait contralatéral, qui ne serait pas traité, il y avait un cancer de grade 4 ou de grade 5. Et donc, si on utilise cette base pathologique pour dire que la thérapie focale n'a pas de place, ce n'est pas là l'argument, au fait. L'idée, c'est d'accompagner ce patient à travers leur vie en faisant des biopsies, en traitant le cancer qui a un grade 4 ou un grade 5, et puis éventuellement mettre le reste sous surveillance active et permettre aux patients de vivre avec moins d'effets secondaires. Merci beaucoup.
Donc, au nom des urologues marocains et l'assistant, je vous remercie et je passe la parole au docteur Mcharqi. Bonjour Karim. Voilà, on est arrivé au terme de cette 14e journée d'onco-urologie de l'Association marocaine d'urologie. Donc, je te remercie encore une fois. Je remercie le Dr Al-Hababi. Je remercie les modérateurs, Sidba, Sibnatia, Sisrf. Je remercie aussi les différents orateurs qui étaient avec nous ce matin. Donc, professeur Sterman, professeur Graf, ainsi que les modérateurs qui étaient avec nous. Voilà, donc, avant de conclure, le bureau de l'Association marocaine d'urologie, il a décidé de nommer Dr Twiger, membre honoraire de l'Association marocaine d'urologie. Donc, félicitations Karim. Merci. Voilà, donc voilà, j'espère qu'on va te voir et être avec nous en présentiel au prochain congrès, Inch'Allah. Avec plaisir. Le temps que cette pandémie parte ou disparaisse. Et on a de l'espoir avec le vaccin. Donc, je remercie aussi nos sponsors, donc Epsen, et je remercie nos techniciens. Et donc, je déclare la clôture de cette journée, donc 14e journée d'onco-urologie, et remercier aussi les urologues qui étaient avec nous online, qui ont aussi participé avec assiduité, et les oncologues. J'arrive, je ne vais pas vous oublier, ainsi que les oncologues qui étaient connectés et les radiothérapeutes. Et je vois sur l'écran le docteur Graf, que je remercie encore une fois. Merci beaucoup. Et donc, j'espère aussi qu'on vous ira, comme vous dites que vous aimez le Maroc, on vous invitera pour le prochain congrès en présentiel. Merci beaucoup. Voilà.